Je me suis réveillée d'un coma en prison et j'étais enceinte. Imaginez-vous vous réveiller sans aucun souvenir de ce qui vous est arrivé, enceinte et enfermée en prison. Cela semble affreux, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvée il y a 3 ans. Et ce n'est que maintenant que je suis vraiment capable de rassembler toutes les pièces du puzzle. Je m'appelle Sandy, et si j'avais suivi mon instinct au lieu d'être aveuglée par le désespoir, je ne me serais pas retrouvée dans ce terrible pétrin. Honnêtement, les chances étaient contre moi depuis que je suis toute petite. Vous voyez, je suis née dans un quartier très mal famé, dans une sorte de famille désordonnée. Maman n'était pas du tout responsable, et elle se souciait plus du jeu ou de la boisson que de s'occuper de moi. Papa? Eh bien, papa était là quelques semaines, puis il partait pour quelques mois. Mais avant d'aller plus loin, comme dans cette vidéo, appuyez sur le bouton abonnez-vous et activez la sonnerie de notification. Cela vous permettra de vivre 20 années formidables de plus. Et pouvez-vous croire que mon père s'attendait vraiment à ce que je sois super contente de le voir chaque fois qu'il rentrait chez nous? Je l'ai été au début, quand j'étais très jeune et que je ne comprenais pas mieux. Mais quand je suis devenue adolescente et que j'ai vu que c'était un père mauvais payeur, j'ai commencé à l'ignorer chaque fois qu'il était à la maison. Cela l'a rendu super furieux parce qu'apparemment, il croyait que ces quelques moments de responsabilité compensaient le fait de nous abandonner constamment. Vous voyez, ma mère n'avait que 15 ans quand elle est tombée enceinte de moi. Et bien que mes grands-parents l'aient aidé à m'élever, ils n'étaient pas non plus les meilleures personnes du monde. Ils ne se souciaient pas vraiment que j'étudie ou que je me relâche. Et ils me laissaient traîner avec de mauvaises fréquentations. Mon grand-père est même allé en prison plusieurs fois pendant que je grandissais. Alors c'était un terrible gâchis. Mon oncle et mes cousins n'étaient pas mieux non plus. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu une enfance incroyable. Je suis allée dans des écoles publiques et les enfants qui y allaient pouvaient être une vraie plaie. Les enseignants ne semblaient même pas s'en soucier. Bien sûr, il y avait quelques bons aspects, mais ils étaient difficiles à trouver. Quand j'ai eu 16 ans, mon père est finalement parti pour de bon. Pas par son propre choix. Il s'est fait prendre en train de voler une banque et a été condamné à 15 ans de prison. Vous pouvez parier que je ne lui ai jamais rendu visite. Maman m'a complètement abandonnée après ça, trop occupée de trouver un nouveau mari pour s'occuper de sa fille adolescente. Alors pour survivre, j'ai été obligée de faire des choses vraiment illégales. Oui, je volais, et j'avais souvent des ennuis, mais je savais comment me sortir de n'importe quelle situation. Quelques années plus tard, j'ai rencontré ce type formidable, Tyler. Tyler m'a sauvé la vie. Il m'a montré que la vie pouvait être belle si je travaillais dur et que je n'avais pas à être une criminelle comme mon père l'était. Je n'avais pas non plus à être une fainéante comme mon père. Il réussissait à l'école et il travaillait dur. Il me fascinait. Et quand nous avons commencé à sortir ensemble, tout semblait s'accorder. Je savais que je devais changer ma vie pour le mieux et il m'a aidé à trouver un super boulot. Après quelques mois de relation, nous avons décidé que nous avions besoin d'un vrai changement. Nous devions quitter la région où j'avais grandi et nous éloigner de toutes les erreurs que j'avais commises. Il fallait aussi garder quelques milliers de kilomètres entre ma famille et moi, parce que ma mère n'a pas cessé de me demander d'emprunter de l'argent dès qu'elle a appris que j'avais un travail. Tyler et moi avons donc déménagé à l'autre bout du pays, dans un autre état. Nous avons pris un joli petit appartement et nous avons recommencé notre vie. Personne ne nous connaissait là-bas et personne n'avait entendu parler des crimes et de la réputation de ma famille. Je pouvais prendre un nouveau départ et c'était ce que j'allais faire. Les choses ont été géniales pour nous pendant très longtemps. Nous nous sommes mariés, nous avons trouvé de bons emplois, nous avons eu une routine normale et paisible. Nous avons même réussi à emménager dans une plus grande maison et nous parlions aussi de fonder une famille. J'ai travaillé comme caissière dans un supermarché local et Tyler, qui avait fait des études supérieures comme moi, a obtenu un emploi de gérant au même endroit. C'était génial parce que je pouvais passer plus de temps avec mon mari et apprendre de lui. Un jour, peut-être qu'il se trouverait un meilleur emploi et que je pourrais devenir la gérante. C'était un beau rêve, mais la bulle était sur le point d'éclater. Une nuit, quelqu'un a frappé à notre porte d'entrée. Et à ma grande surprise, je l'ai ouverte et j'ai trouvé Tank se tenant là. Qui est Tank, me direz-vous? Oh bon sang, Tank était un problème. J'avais été très proche de ce type en grandissant. C'était un criminel de carrière. Et c'est lui qui m'a appris à faire du pickpocket sans se faire prendre. J'étais stupéfaite de le voir là avec un sac à la main. Tank était toujours en train de faire du grabuge, alors je savais que ce n'était pas seulement une visite de courtoisie. J'ai essayé de lui dire que c'était mieux qu'il parte,
Mais il m'a demandé une faveur. « Tu me dois bien ça, Sandy, » m'a-t-il dit, me rappelant la fois où il m'avait aidé à fuir la police, il y a des années. Sans lui, j'aurais passé un certain temps en prison, je le savais. « Et j'ai besoin que tu m'aides, » a-t-il dit. J'ai soupiré et je l'ai laissé entrer. Je n'étais pas très heureuse, mais je ne pouvais pas tourner le dos à celui qui m'avait sauvée toutes ces années auparavant. Il m'a expliqué qu'il n'avait pas de chance et qu'il avait juste besoin d'un endroit où se poser jusqu'à ce qu'il puisse se remettre sur pied. Tyler n'était pas content. Mais comme je l'ai supplié, il a accepté à contre-cœur de laisser Tank rester, pour une semaine tout au plus. Tank semblait super reconnaissant et je souhaitais qu'il parte dès que possible. La deuxième nuit qu'il a passée là, il a commencé à parler de cette arnaque sur laquelle il travaillait. Il a essayé de nous mettre dans le coup, mais nous avons bien sûr refusé. Il semblait d'accord. Mais maintenant, je sais qu'il ne l'était pas. Écoutez, je ne le savais pas à l'époque, mais je le sais maintenant. Tank voulait que nous l'aidions dans son escroquerie, et quand nous avons refusé, il a décidé qu'il allait nous mettre dans une position qui nous rendrait incapables de refuser. Comme nous avions un travail et que nous nous en sortions bien, il fallait trouver un moyen de nous faire virer. Nous n'étions pas conscients des appels menaçants qu'il a commencé à passer au magasin, mais cela a complètement effrayé les propriétaires. Ils ont décidé qu'il valait mieux nous laisser partir et en finir avec tout ce bazar. On m'en a parlé bien des années plus tard, quand j'ai finalement été libérée de prison. Tout d'un coup, mon mari et moi avons été virés du supermarché. Nous n'arrivions pas à y croire. Nous avons essayé de demander pourquoi cela se passait, mais les propriétaires ont refusé de nous en donner la raison. Ils ont juste dit que nous devions partir tout de suite. Une voiture avait heurté le côté de notre véhicule, et je ne me souviens plus de rien après cela. Tout ce que je sais, c'est que je me suis réveillée attachée à un lit d'hôpital et que tout me faisait mal. J'ai regardé autour de moi en état de choc. L'endroit ne ressemblait pas à une chambre d'hôpital ordinaire, et à mon grand étonnement, mon estomac était gonflé et large. Il fallait que je sois enceinte d'au moins 6 mois. Un médecin est intervenu et m'a calmée. Il m'a expliqué que moi et les gars que je conduisais à l'écart d'une scène de crime avions eu un terrible accident. J'ai été plongée dans un coma artificiel en raison de risques pour ma santé. Et les médecins ont vite compris que j'étais enceinte. Apparemment, au moment de l'accident, je n'en étais qu'à 2 ou 3 semaines. C'était un miracle complet que je n'ai pas perdu le bébé dans l'accident de voiture. Les médecins ont dû prendre très bien soin de moi, surtout lorsqu'ils se sont rendus compte que j'étais enceinte. S'ils me donnaient trop de médicaments, cela pouvait affecter le bébé, ils devaient donc être très prudents dans chacune de leurs décisions. Je n'ai pas retrouvé la mémoire d'un seul coup. Cela m'a pris beaucoup de temps et beaucoup d'efforts aussi. J'ai dû travailler chaque semaine avec un thérapeute, et c'était vraiment traumatisant. Croyez-moi quand je vous dis que j'ai eu le cœur brisé. Je ne pouvais pas croire que j'avais perdu 6 mois de ma grossesse, ma liberté et mon mari d'un seul coup. Bien sûr, Tyler était encore en vie, mais nous ne pourrions pas nous voir pendant des années. Tout était en désordre complet, et je devrais rester en prison pendant au moins 5 ans. Mon mari a été condamné à 8 ans de prison. Ne me demandez pas pourquoi ils ont été plus durs avec lui. Peut-être qu'il se sentait mal pour moi, puisque j'étais enceinte. Vous vous demandez peut-être ce qui est arrivé à Tank. Comme il avait de nombreuses condamnations au casier judiciaire, il allait rester plus de 10 ans derrière les barreaux. Devinez ce qu'il a dit quand il a été condamné? J'ai été piégé. C'était la faute de Tyler et Sandy. Oui, il a vraiment dit ça. C'est faux, non? Quand j'ai accouché, j'ai eu une décision très difficile à prendre pour mon bébé. Je ne voulais pas l'abandonner, bien sûr. Je l'aimais tellement, même si je n'ai pu la tenir dans mes bras que quelques minutes. J'ai réalisé que la meilleure chose que je pouvais faire pour ma fille était de laisser une bonne famille l'adopter. Sinon, elle finirait par vivre avec ma mère jusqu'à ma libération. Et c'était la pire issue possible. Elle serait élevée par une grand-mère horrible et irresponsable. J'ai convaincu mon mari de signer lui aussi les papiers d'adoption. C'est l'une des rares fois où le juge nous a permis d'avoir des contacts pendant que nous étions en prison. Sincèrement, je ne pense pas avoir jamais pleuré plus fort. Tout ce que j'ai demandé avant d'accepter l'adoption, c'est que la famille me tienne au courant de son évolution. Une fois par an, il m'envoie une lettre sans aucune information privée, mais me disant si elle est en bonne santé et ce genre de choses. Je sais maintenant que je n'aurais jamais dû écouter Tank, ni même l'autoriser à entrer chez moi. Pour bonne nouvelle, j'ai été libérée plus tôt. Après avoir purgé seulement 3 ans de ma peine, mon mari a été libéré sur parole, 2 ans plus tard, et je l'ai attendu consciencieusement. Il était l'amour de ma vie. Comment aurais-je pu l'abandonner? Nous avons quitté l'État et avons même changé nos noms, de sorte que personne que nous connaissions ne puisse plus jamais nous retrouver. J'essaie de tomber enceinte car je veux avoir un enfant que je puisse garder. J'espère vraiment que mon aînée sera heureuse avec ses nouveaux parents. Jusqu'à présent, toutes les informations reçues ont été de bonnes nouvelles. C'est déchirant, mais je ne peux pas l'éloigner des gens qu'elle croit être ses vrais parents.
Si jamais elle veut me contacter après ses 18 ans, je serai plus qu'heureuse de la laisser entrer dans ma vie. Merci d'avoir regardé. Quel est le pire que quelqu'un que vous connaissez ait fait, qu'il ait envoyé en prison? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de regarder d'autres vidéos sur la chaîne. Mon père était dans le coma depuis 15 ans. Vous ne me croyez pas? Eh bien, croyez, car c'est vrai. Avant de continuer, n'oubliez pas de donner à cette vidéo un pouce bleu et de vous abonner à l'heure du conte animé pour davantage d'histoires bizarres comme celle-là. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour ne rater aucun de nos contenus. Bonjour, je m'appelle John et c'est l'histoire de comment mon père s'est réveillé d'un coma de 15 ans pour se venger. Tout a commencé en 2005. Mon père a eu un grave accident de voiture, ce qui l'a conduit dans un coma qui a duré 15 ans. Et le pire est que la raison pour laquelle il a eu cet accident était parce qu'il devait me conduire à la crèche. J'étais attaché sur mon siège arrière, je n'étais qu'un bébé, quand il a fait une embardée et a fini sa course contre un arbre. J'ai réussi à survivre avec quelques égratignures, mais mon père a fini dans le coma pendant 15 ans. Ma mère a eu du mal à élever 3 enfants toute seule. Mais elle a réussi à le faire malgré toutes les difficultés et je suis tellement fier d'elle pour ça. Elle ne s'est jamais plainte, n'a jamais abandonné, n'a jamais faibli. C'est une femme très forte. On visitait mon père tout le temps, mais à chaque fois qu'on y allait, je n'avais presque aucun souvenir de lui. Je suis le plus jeune de la famille et mes sœurs se souvenaient de comment c'était d'avoir un père, mais je ne m'en souvenais pas. Je n'étais qu'un bébé. Quand il a eu cet accident de voiture, je n'avais donc aucun souvenir de mon père en train de me porter. Ma famille me racontait tout le temps des histoires sur lui et elles l'ont dépeint comme étant une personne drôle, gentille, qui prend soin des autres et dans ces moments-là, je souhaitais vraiment qu'il se réveille. Les docteurs ont dit qu'il était peu probable qu'il se réveille, mais ma mère ne voulait pas l'abandonner. Alors, elle a gardé connecté à la machine qui faisait battre son cœur et circuler son sang. C'était un choix difficile, mais je suis content qu'elle ait fait ça. Car après 15 ans, mon père s'est finalement réveillé. Il était minuit et ma mère a reçu un appel comme quoi mon père s'était réveillé. Quand elle me l'a dit, on était si heureux. On a immédiatement commencé à sauter de joie. On a couru vers l'hôpital et quand on est arrivé, on n'arrivait pas à en croire nos yeux. Il y avait mon père assis sur son lit. Ma mère et mes 2 sœurs se sont précipitées vers lui et l'ont prise dans leurs bras. J'étais un peu plus hésitant. Après tout, je ne le connaissais pas vraiment. J'étais surpris de voir que ses yeux étaient comme les miens. Marron. Maintenant que j'y pense, on se ressemblait beaucoup. Il était comme une version adulte de moi. Il devait passer un tas d'examens pour que son corps soit remis sur pied. Ses os étaient vraiment fragiles après être resté sans bouger pendant 15 ans. Et c'était très long, un long combat, mais finalement, il a retrouvé sa santé. Il était autorisé à revenir habiter avec nous et on était si heureux qu'il aille mieux. Mais c'est alors que tout a basculé. Vous voyez, ma mère a essayé de sortir avec quelqu'un récemment. C'était moi qui l'avais persuadée d'essayer de trouver l'amour une fois de plus. Je pensais qu'elle le méritait. Et elle était célibataire depuis 15 ans. Elle avait attendu assez longtemps. Le copain de ma mère, Damien, ne savait pas que mon père s'était réveillé de son coma. Et alors, quand il est rentré de son voyage d'affaires et est entré chez nous, il était choqué de voir mon père assis dans le salon. Mon père était également choqué d'entendre que ma mère avait tourné la page et sortait avec quelqu'un d'autre. Quand ma mère lui a dit à l'hôpital, au début ça l'a blessé. Je le saurais aussi. Pour lui, il avait juste dormi quelques minutes. Pour nous, ça faisait 15 ans. Mais mon père a compris comment ma mère se sentait. Elle ne savait pas s'il allait se réveiller et c'est pourquoi elle lui a dit qu'il aurait voulu aussi qu'elle tourne la page. J'étais si fier d'avoir un père comme ça. Eh bien, ma mère a dû oublier de le dire à Damien, car quand il est arrivé à la maison, il est devenu tout pâle. Damien a demandé des explications à ma mère sur ce qui se passait et quand elle lui a expliqué, il est devenu fou furieux. Il a dit que mon père n'avait aucun droit d'être dans cette maison. J'ai regardé la réaction de mon père et j'avais peur qu'il commence à être furieux. Mais à la place, il s'est montré mature. Écoute, a dit mon père, Damien, c'est ça? Gérons ça comme des adultes. Pas besoin de se mettre en colère. En colère? A crié Damien. Je serai en colère si j'ai envie de l'être. C'est ma maison. En fait, non, c'est la mienne, a dit ma mère. Damien, je pense que tu ferais mieux de partir. Damien était choqué et il allait parler quand mon père l'a coupé. Je vais partir, a dit mon père. Je vais déménager. Moi, ma mère et mes 2 sœurs avons contesté.
et lui avons dit qu'il n'avait pas à faire ça. Mais mon père, étant mature, a dit ne pas vouloir causer de problème. Alors, bien qu'on le suppliait de rester, il a déménagé et a pris son propre appartement. Pendant ce temps, il avait beaucoup de tension entre ma mère et Damien. Damien restait temporairement chez nous pendant que son propre appartement était en train d'être rénové, mais ça n'a fait qu'empirer les choses. Ils se disputaient constamment, et une fois, j'ai entendu ma mère comparer Damien à notre père. « Henri n'a jamais été comme ça », elle lui a dit. Eh bien, Damien a pété les plombs. « Bien sûr !» il a crié. J'étais dans ma chambre et mes sœurs étaient dans le salon. Il criait si fort qu'on pouvait tous l'entendre clairement. On s'est faufilé dans l'escalier, là où on pouvait les voir tous les deux. Ma mère avait les bras croisés pendant que le visage de Damien était rouge de colère. « J'en ai assez », a dit Damien. « C'est ton choix maintenant, c'est moi ou lui. Tu dois choisir. Qui tu choisis ?» Ma mère l'a regardé et soupirait. « Henri, quoi ?» a crié Damien sous le choc. « Mais tu n'as pas été avec lui depuis 15 ans !»« Ce n'est pas important. Je ne veux pas être avec toi. » Damien était sous le choc. Mais ma mère semblait sûre d'elle et il n'avait pas d'autre choix que de partir. Damien a quitté nos vies juste comme ça. Et honnêtement, j'étais heureux. Je n'aimais pas beaucoup Damien. Il faisait toujours son beau en montrant son argent et il ne traitait pas ma mère correctement. Maintenant que Damien est parti, j'espère vraiment que ma mère et mon père allaient se remettre ensemble. Mon père a fini par revenir. On a pu voir que la flamme entre eux deux brûlait toujours. Une fois, on les a vus en train de rigoler ensemble dans le salon. Moi et mes sœurs nous sommes regardés en souriant. On était de nouveau une famille. Les choses allaient à la perfection, mais c'est alors que tout a dégénéré. Quelque chose a changé. C'est sorti de nulle part, mais c'est définitif. J'ai senti un changement dans le comportement de mon père. Pourquoi? Je le voyais me dévisager. Au début, je pensais qu'il me regardait tout simplement, mais j'ai remarqué que son regard était rempli de colère. Ça m'a fait peur, mais j'ai préféré l'ignorer. Mais les choses ont empiré. Comme une fois, je suis allé dans le salon, là où tout le monde était assis sur le canapé, en train de regarder la télé, et mon père m'a regardé. Son regard me disait une chose, « Ne t'assois pas avec nous ». J'ai dû quitter la pièce car je ne pouvais pas supporter son regard sur moi tout le temps. Puis un soir, je dormais profondément dans ma chambre quand j'ai entendu un bruit. J'ai ouvert les yeux et je me suis réveillé, trouvant mon père dans ma chambre, debout au-dessus de moi, les yeux pleins de haine. J'ai allumé la lumière, mais c'est alors que son ombre a disparu. Je ne sais toujours pas si cette vision était la réalité ou juste un rêve. Quoi qu'il en soit, j'étais terrifié. J'ai essayé d'en parler à ma mère, mais elle m'a dit que ça devait être mon imagination. C'était facile pour elle. Autour de ma mère et de mes sœurs, mon père se comportait bien et c'était probablement le meilleur père. Mais à mes côtés, je pouvais toujours sentir ses yeux à l'arrière de ma tête comme s'il voulait m'attaquer. Je me demandais si mon père avait de la rancune envers moi. Après tout, l'accident de voiture qu'il a envoyé dans un coma est arrivé à cause de moi. Oui, j'étais un bébé, mais il m'emmenait à la crèche. Si ce n'était pas pour moi, il serait jamais tombé dans le coma. Mais je ne pensais pas qu'il me détestait pour ça. Je m'étais déjà excusé auprès de mon père et il en avait rigolé en me disant que je n'avais pas à m'excuser. Mais peut-être qu'il avait changé d'avis. Peut-être qu'il me détestait. Et puis ce qui est arrivé ensuite a bien été pire. Un soir, j'ai entendu un bruit en bas et j'ai décidé d'aller voir. Il n'y avait personne dans le salon ni même dans la cuisine, mais la porte d'entrée était ouverte. Quand je suis sorti, j'ai trouvé mon père assis derrière le volant. Juste assis là. C'était bizarre. Je me suis avancé vers lui pour voir s'il allait bien, mais c'est alors que sa tête s'est tournée et il m'a regardé. J'étais paralysé par la peur. Puis mon père est sorti de la voiture et m'a attrapé, puis il m'a placé sur le siège arrière. Je ne savais pas ce qui se passait. Il est remonté dans la voiture et a verrouillé les portes. J'étais enfermé. « Allez, John, on va à la crèche », a dit mon père. Il a perdu la tête. « Papa, est-ce que ça va ?» j'ai demandé. « Oh, mon bébé John, chut, maintenant, on va être en retard, » il a dit. Il a allumé le contact et peu de temps après, on était sur le chemin de la crèche. J'étais sous le choc. Je ne savais pas quoi faire. J'ai essayé de parler à mon père pour essayer de le raisonner, mais il ne m'écoutait pas. Puis, il a grillé un feu rouge et soudain, quelque chose a tapé le côté de la voiture. J'ai perdu immédiatement connaissance. Quand je me suis réveillé, j'étais à l'hôpital. Ma mère et mes sœurs étaient à côté de moi et elles m'ont dit que mon père souffrait d'une dépression. Elles ont dit que c'était comme si son corps était dans le présent,
mais que des parties de sa mémoire étaient bloquées dans le passé. Il avait du mal à accepter le fait qu'il avait été dans le coma pendant 15 ans. C'est pour ça qu'il m'avait mis dans la voiture pour aller à la crèche. Et elles ont dit que c'était pour ça qu'il se comportait froidement à mes côtés. Peut-être que sa conscience m'en voulait pour son coma, car j'étais la raison pour laquelle il était dans la voiture. Je me sentais coupable, mais ma mère et mes sœurs m'ont aidé à aller mieux. Pendant ce temps, mon père a été emmené dans un autre centre médical pour guérir. J'étais inquiet que la relation avec mon père soit foutue. Mais après des mois de séparation et beaucoup de traitements, on a enfin été réunis de nouveau. Moi et mon père, nous sommes réconciliés et il s'est excusé pour tout ce qu'il avait fait. Je lui ai dit de ne pas s'en faire. Ce n'était pas lui, c'était juste les effets de 15 ans de coma. Les choses se passent bien maintenant. J'en apprends toujours plus sur mon père et il apprend aussi à me connaître. Mais on a une belle complicité. Et ma famille est de nouveau ensemble. Je suis si content d'avoir mon père de retour. La vie est belle. Maintenant, l'histoire que je vais vous raconter n'est pas pour les fragiles. Vous êtes prévenus. J'ai été enfermé dans l'hôpital toute la nuit. Et ce que j'ai vu était probablement l'une des choses les plus effrayantes que j'ai vues de ma vie. Mais attendez 2 secondes. Laissez-moi commencer par le début. Je vais vous ramener là où tout a commencé. Mais avant que je le fasse, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner. N'oubliez pas aussi d'activer les notifications pour ne rater aucune de nos histoires folles. Maintenant, retournons à notre histoire. J'étais infirmier dans un hôpital local de ma ville. J'ai toujours voulu travailler dans la médecine et depuis que je suis adolescent, j'ai travaillé dans l'espoir de devenir infirmier. J'adore mon boulot. J'aime aider les gens. J'aime ressentir les frissons de sauver la vie de quelqu'un. Même si je ne suis qu'un simple infirmier et pas médecin, mon boulot est tout aussi important. Mais les horaires de travail étaient très difficiles. J'avais beaucoup de mal à passer du temps avec mes amis. Mais je me suis dit que ça en valait le coup. Surtout que je faisais un métier que j'aimais. En tout cas, j'étais dans ma seconde année d'études quand c'est arrivé. Cette nuit-là, tout a changé. On était jeudi soir. Mon travail à l'hôpital finissait vers 19 h dans la soirée. Le truc, c'est que les infos rapportaient qu'une énorme tempête se dirigeait vers nous. Certaines chaînes d'infos ont dit que ça allait être la plus grosse tempête jamais observée dans la zone. Ils disaient à tout le monde de rester chez soi et de ne pas sortir. Mais comment j'allais rentrer chez moi? Je n'avais pas le choix. Sauf si je voulais risquer ma vie, je devais rester toute la nuit à l'hôpital. L'hôpital dans lequel je travaillais était très petit. Il y avait 20 employés en tout et quelques patients qui restaient la nuit. Je me suis dit que ça allait être simple. Mais cela était loin d'être le cas. Dès que le soleil s'est couché, on a vu la tempête arriver à l'horizon. Venir dans notre direction. Elle était énorme et ils avaient certainement raison, c'était l'une des plus grosses tempêtes que je n'avais jamais vues. J'avais un peu peur, mais j'étais en sécurité à l'hôpital, alors je ne m'inquiétais pas beaucoup. On a placé des sacs de sable contre les portes et les fenêtres au cas où l'eau de pluie inonderait le bâtiment. Et on a même scotché les fenêtres avec du ruban adhésif, soi-disant les vents pouvaient être si forts qu'ils pouvaient briser les vitres. J'étais juste sur le point de fermer et de verrouiller l'entrée principale dans l'attente de la tempête, mais c'est alors que j'ai entendu un bruit devant moi qui m'a laissé de marbre. C'était un cri, très aigu, qui faisait mal aux oreilles. Et ça venait d'une petite fille. J'ai regardé devant moi et je l'ai vue assise dans le fauteuil roulant. Assise dans un fauteuil roulant. Elle ne m'avait pas l'air blessée. Elle semblait être en bonne santé. Mais le cri m'a dit qu'une chose, elle avait mal. Ma formation est entrée en jeu et je suis allé aider le couple, qui, j'imagine, étaient ses parents, à entrer dans l'hôpital. J'ai attrapé le fauteuil roulant et j'ai guidé la petite fille dans une pièce séparée. J'ai demandé aux parents ce qui s'était passé, mais ils ont dit qu'elle avait perdu la boule. Comment ça? J'ai demandé. Sa mère pleurait. Je ne sais pas, mais elle est devenue folle. Au début, elle a commencé à agir bizarrement, et puis elle a commencé à être violente. On l'a attachée, regardez ça. Elle a relevé sa manche pour montrer une morsure sur son bras. J'étais sous le choc. Comment une petite fille pouvait faire ça à sa propre mère? Ne vous inquiétez pas, on va prendre soin d'elle. J'ai dit, mais j'étais totalement perdu. Ce n'était probablement pas une maladie ou quelque chose que je pouvais soigner avec un médicament. C'était sûrement une maladie mentale. Ce n'était pas de mon ressort. Et il était trop tard pour leur demander de partir trouver un psychiatre. La tempête était là et il était maintenant dangereux de sortir. Je me suis dit que c'était mieux pour eux de rester ici toute la nuit. J'ai alors aidé la petite fille à monter dans le lit. Ses parents m'ont recommandé de lui attacher les poignets ensemble. Ce que j'ai fait, et je l'ai aidé à se sentir à l'aise. La fille était en train de se débattre, et honnêtement, elle me faisait peur. J'ai essayé de lui parler, mais elle était complètement folle. « Comment tu t'appelles ?» j'ai dit.
Puis elle a commencé à imiter des bruits d'oiseaux et ensuite elle a commencé à chanter. Comment tu te sens? Tu peux me dire ce qui ne va pas? J'ai demandé. La petite fille a commencé à avoir de la mousse qui sortait de la bouche. Ça devenait maintenant incontrôlable. J'ai demandé aux parents de sortir et j'ai appelé le chef médecin. Le docteur Madison est arrivé. Elle est un peu religieuse et elle porte tous les jours une croix autour de son cou. Maintenant, quand elle est entrée dans la pièce, elle a regardé la petite fille, puis elle s'est retournée. J'étais surpris. Quoi? Est-ce qu'elle avait peur de la petite fille? De quoi avait-elle peur? Je suis allé chercher le docteur Madison et je l'ai trouvé dans un coin en train de prendre une grande respiration. Qu'est-ce qui se passe, docteur? J'ai demandé inquiet. Cette fille, elle a murmuré. Elle est possédée. Je me suis dit que j'avais mal entendu. Possédée? De quoi elle parlait? Le docteur Madison s'est tourné vers moi et ses yeux étaient remplis de peur. Tu ne peux pas le voir? Tu ne peux pas voir le démon en elle? Elle a dit, et sans un mot de plus, elle est partie dans la direction opposée de la chambre. Hé! J'ai essayé de la rappeler. Tu ne vas pas l'aider? Mais le docteur Madison m'a ignoré. J'ai alors soupiré et je suis retourné dans la chambre. J'imagine que cette petite fille ne pouvait compter que sur moi. Je ne savais pas où ses parents étaient partis. Ils semblaient avoir disparu. Pourquoi est-ce que tout le monde est effrayé par cette petite fille? Je ne croyais pas aux fantômes, aux démons ou aux trucs du genre. Je ne croyais pas en ce genre de choses. J'ai toujours pensé que c'était des foutaises et des histoires transmises de génération en génération. Il n'y avait rien à craindre. Mais quand je suis retourné dans la chambre, ce que j'ai vu m'a fait hurler. La petite fille était assise sur le lit en train de me regarder. Sauf que son corps faisait face au mur et sa tête me regardait droit dans les yeux dans un angle impossible. C'était comme une chouette. Puis tout à coup, elle a commencé à hurler et s'est débattue dans son lit. J'ai couru l'aider et j'ai réussi à la retenir. Cette fois, j'ai attaché ses mains et ses jambes ensemble. Ses parents avaient raison. Elle est très violente. C'était mieux comme ça. Elle pouvait finir par faire mal à quelqu'un ou à elle-même. J'ai mis une chaise à côté de son lit et j'ai pensé que c'était mieux de rester à côté d'elle toute la nuit au cas où si quelque chose arrivait. Jusqu'à maintenant, elle est restée silencieuse. Ses yeux étaient fermés, mais elle transpirait. J'ai bâillé. Il était 21h. J'étais debout depuis 6h du matin. Je me suis relâché et j'ai fini par m'endormir. Quand je me suis réveillé, la pièce était vide. Puis j'ai entendu une détonation. J'ai sursauté, j'étais sous le choc. Où est la petite fille? Son lit était complètement vide. C'était impossible. Il n'y avait aucun moyen pour elle de se défaire de ses liens. Mais peut-être que ses parents sont venus la chercher. Mais je n'y croyais pas. J'ai décidé de voir d'où venait le bruit. Dans le couloir, toutes les lumières étaient éteintes. C'était bizarre. Normalement, on est générateur de secours. Mais peut-être que la tempête avait tout fait sauter. Ce n'était pas bon pour les patients. Quelqu'un devait réparer ça. J'ai regardé autour de moi, mais j'ai été surpris de ne voir personne à portée de vue. Pas une âme vivante. Il faisait noir de tous les côtés. J'ai senti les frissons remonter ma moelle épinière. C'était effrayant. Tout à coup, le tonnerre a grondé à l'extérieur et j'ai sursauté. Je me suis retourné pour voir par la fenêtre et c'est alors que je l'ai vue, la petite fille. Elle était juste là. Je ne pouvais pas voir son visage, mais elle marchait lentement. Elle était seule. « Est-ce que ça va ?» J'ai demandé nerveusement. La fille s'est tournée vers moi. J'ai avalé ma salive. Ses yeux étaient vides. C'était comme si elle était somnambule. J'ai soufflé de soulagement. Peut-être qu'elle n'était que somnambule. Je me suis avancé vers elle, prêt à la diriger vers sa chambre. Mais tout à coup, elle a rugi et a couru vers l'entrée. J'ai entendu une détonation et un bruit, un cri aigu. Qu'est-ce qui se passait? J'ai tourné à l'angle et ce que j'ai vu était probablement la chose la plus effrayante que j'ai vue de toute ma vie. La petite fille était là, en train de me regarder et du sang coulait de ses yeux et sa bouche. Le sang s'est écoulé à nos pieds et a taché mes chaussures. J'ai hurlé de terreur. C'était le genre de choses qu'on voyait dans les films d'horreur, pas en vrai. Sans hésiter, je me suis retourné et j'ai couru aussi loin que j'ai pu. J'ai couru rapidement en essayant d'atteindre l'entrée principale. Je me foutais que la tempête était dangereuse. Je préférais risquer ma vie plutôt que d'être ici avec cette petite fille. Mais quand je suis arrivé à la porte, elle était verrouillée. J'ai secoué les poignets, mais rien ne bougeait. J'étais coincé. J'ai regardé derrière moi. Il y avait toujours la petite fille.
Elle courait dans ma direction. J'ai hurlé et puis elle s'est jetée sur moi. Et puis je me suis réveillé. J'étais assis sur mon siège. Mon cœur battait la chamade. J'ai regardé autour de moi, tout était normal. L'électricité fonctionnait, il faisait jour, tout était silencieux. Et il y avait la petite fille en train de dormir dans son lit. La petite fille allait bien, elle était normale. Ce n'était qu'un rêve, mais qui semblait si réel. J'ai rigolé nerveusement en pensant qu'une petite fille pouvait faire quelque chose comme ça. Tout n'était qu'un rêve. Les démons n'existaient pas, les fantômes non plus. Le docteur Madison était parano. Cette petite fille n'était pas possédée. Elle avait sûrement qu'une maladie mentale. Ses parents devraient revenir bientôt, et ils partiront en oubliant ce qui s'est passé. Peu de temps après, ses parents sont arrivés. Ils m'ont remercié de m'être occupé d'elle. Je leur ai dit que tout allait bien. Et ils ont réveillé leur petite fille en douceur. Ses yeux se sont ouverts et au début, je craignais qu'elle morde leurs mains. Mais elle a souri et a pris ses parents dans ses bras. J'avais honte de penser ça. Elle était normale. Elle n'était pas possédée. Elle semblait aller beaucoup mieux. J'étais content et peu après, je leur disais au revoir de la main, alors qu'ils partaient. Mais quelque chose s'est passé. Alors qu'ils partaient, en tenant les mains de ses parents, la petite fille s'est retournée et m'a regardé. Et elle a souri. Mais cette fois, c'était le sourire le plus effrayant que je n'avais jamais vu. J'ai senti mon cœur s'arrêter. C'est alors que j'ai regardé mes pieds et j'ai vu des taches de sang sur mes chaussures.